Une fuite allume l'incendie. Deux chiffres gravés dans un câble classifié fissurent un continent. Soit s'endort en 48 heures. Ce n'est plus une négociation, mais un ordre poli, une diplomatie convertie en ultimatum. Si Ibrahim Traoré dit non depuis Ouagadougou, ce refus peut-il déplacer un siècle d'accords signés sous contrainte? À l'aube, l'horloge du pouvoir commence à tourner à rebours. Cette enquête dévoile la mécanique d'un ultimatum financier et la manière dont il fut désamorcé. L'enjeu, comprendre la logique dette, dépendance, privation afin de repérer les sorties possibles. Le récit suit pas à pas la chaîne des réactions. L'alerte, la rétention d'informations, la fermeture des routes minières, puis la riposte symbolique. On y observe comment un choix isolé a pu faire trembler l'équilibre d'une région entière. Lorsque l'or cesse d'être une marchandise pour devenir un emblème, l'économie se mue en langage politique. Les risques s'empilent: blocage logistique, sanctions financières, rétorsion monétaire, campagne de désinformation. Mais les gains potentiels émergent aussi: relocalisation de la valeur, transparence nouvelle des flux, naissance d'un axe régional autonome. Ici, le juge n'est pas la morale, mais la chronologie. Chaque minute gagnée sur la pression extérieure recompose la balance du pouvoir. Voici la première révélation: un ultimatum à deux nombres, 70% et 48 heures, a suffi pour renverser l'ordre du dialogue. Puis vient la seconde révélation: le laps de temps étroit interdit toute négociation réelle et impose la décision pure. Le scénario classique d'une coercition économique se déploie. La dette comme levier, la stabilité comme paravent, le calendrier comme arme. Lorsque le message atteint la présidence, la question n'est plus budgétaire. C'est celle de savoir qui signe, qui détient le métal et qui fixe les conditions. Ibrahim Traoré inverse la séquence. Il parle d'abord à son peuple, verrouille les sites aurifères, puis s'adresse au monde. Ce renversement engendre une confiance interne immédiate, capable d'absorber le choc médiatique international. En 3 heures, l'armée scelle les convois, les ingénieurs nationaux prennent le relais, et la phrase «aucun gramme ne sortira sans décret» devient bouclier juridique. Dans les capitales voisines, l'écho se propage. Bamako, Conakry, Niamey retransmettent la déclaration. Les places publiques se remplissent sans mot d'ordre. Les chancelleries occidentales parlent de risques, les rues africaines y lisent une dignité retrouvée. Entre les courbes financières qui chutent et les ateliers qui continuent de battre, on voit s'affronter deux rythmes: celui du marché et celui du terrain. C'est dans cette discordance que s'inscrit la véritable mesure du pouvoir: lente, rugueuse, humaine, dépendante de l'organisation plus que des slogans. Un groupe d'ingénieurs prend le contrôle d'une chaîne de broyage pendant qu'un convoi minier redéfinit son itinéraire pour éviter l'interruption. Prenons un premier exemple concret. L'équipe de nuit d'un site occidental adopte un système de BIMLA double équipe afin de compenser le retrait des sous-traitants étrangers. Résultat, la cadence reste stable malgré la rupture d'approvisionnement. Puis, un second cas illustre la même logique. Les unités de surveillance intègrent des capteurs automatisés. Face aux rumeurs de chaos interne, les données temps réel deviennent remparts contre l'intoxication. Les effets immédiats se mesurent moins en tonnes qu'en continuité. Les marchés s'ouvrent, les ateliers fonctionnent, les communications circulent. Le fait marquant: la machine sociale ne s'est pas arrêtée. Ainsi, avant même les chiffres, le pays a retrouvé son souffle. Preuve que, parfois, la confiance vaut autant que l'or. Tout s'enclenche à 6h30 quand le télégramme frappé d'un sceau rouge atteint le bureau présidentiel de Ouagadougou. Les chiffres y sont nets.
céder 60% des réserves d'or ou rembourser 5 milliards de dollars. Un compte à rebours de 48 heures se met en marche, sans témoin, sans marge d'interprétation. Le silence de Washington, les euphémismes de Paris, les premiers survols de drones au-dessus du Sahel, chaque indice annonce la tension. En moins de 3 heures, Ibrahim Traoré réunit ses conseillers et tranche. Aucun gramme ne quittera le territoire. La phrase devient décret, le décret devient doctrine. À 9 heures, la radio nationale interrompt sa programmation. Une voix calme lit un communiqué de 12 mots. Le Burkina Faso ne vendra ni son or ni sa dignité. Dans les villages, les téléphones rediffusent l'extrait en boucle. Les marchés s'immobilisent, les regards s'élèvent. Le mot non se transforme en symbole simple, contagieux, irrésistible. Les chancelleries s'agitent. À Paris, une réunion d'urgence. À Washington, des déclarations prudentes. Mais, sur le terrain, la mécanique inverse se met en place. Verrouillage des sites, remplacement des gestionnaires étrangers, relance locale. Les ingénieurs burkinabés reprennent les opérations. Un convoi de camions franchit les postes armés sous escorte nationale. Les premières images diffusées montrent des ouvriers brandissant le drapeau au-dessus des convoyeurs. L'émotion devient stratégie, rendre visible la souveraineté. À midi, Ibrahim Traoré apparaît à l'écran, uniforme kaki, regard fixe. Il ne réclame pas seulement notre or, il réclame notre peur, dit-il d'une voix posée. Cette phrase traverse le pays comme une onde de choc. Les foyers se taisent, puis un grondement s'élève. Applaudissements, chants, promesses murmurées. L'après-midi, CNN titre sur la rupture historique, la BBC parle de provocation. Les réseaux sociaux africains, eux, s'embrasent. Le mot-clé hors burkinabé grimpe en tête des tendances. À Bamako, Conakry, Niamey, des foules improvisées se rassemblent. Les images montrent un continent en train de se découvrir lui-même. La résistance prend corps, non pas contre un pays, mais contre une idée de dépendance. Le soir, les tours du FMI s'illuminent, une réunion d'urgence s'ouvre à Washington. Les analystes évoquent un effet Traoré, les diplomates parlent de risque de contagion. À Ouagadougou, le capitaine reste silencieux. Dans son cabinet, les cartes du Sahel couvrent la table. Chaque ligne représente un axe de solidarité, chaque point un partenaire possible. Dans les mines, les travailleurs passent la nuit sur place pour protéger les installations. Un sentiment de bascule parcourt la capitale. La peur change de camp. À 22 heures, Ibrahim Traoré conclut la journée par une phrase laconique. Nous avons 2 jours, mais eux aussi. Ainsi s'achève la première séquence. Activation, tension, réaction. Ce n'est pas seulement la chronique d'un refus, c'est la naissance visible d'une souveraineté. 6 mois après le refus initial, les chiffres parlent avec une clarté rare. Le premier indicateur à retenir est le suivant. La reprise de contrôle des sites aurifères atteint 72% contre 18% avant la nationalisation. Ce basculement, observé par les instituts régionaux, n'est pas qu'une statistique. Il traduit un transfert de pouvoir opérationnel des compagnies étrangères vers des coopératives locales. Chaque gramme extrait sous licence burkinabé alimente désormais un fonds de développement communautaire. Ibrahim Traoré résume ce virage en une phrase. L'or ne doit plus quitter le sol sans bénir son peuple. Le deuxième indicateur met en lumière un autre aspect, la production d'or déclarée, auparavant dissimulée sous des contrats opaques, a bondi de 37%. Derrière ce chiffre, une transformation structurelle, l'intégration complète de la chaîne de valeur, du forage au raffinage. Là où les métaux partaient en brut, ils sortent désormais semi-raffinés. Les ateliers nationaux tournent jour et nuit,
soutenu par un réseau d'artisans reconvertis. Les revenus miniers n'alimentent plus les bilans d'entreprises offshore, mais les budgets d'écoles, d'hôpitaux et de routes rurales. La souveraineté devient visible, mesurable, partagée. Enfin, le troisième indicateur apporte une précision essentielle. La dette publique, estimée à 5 milliards de dollars, a vu son poids relatif diminuer de 12% du PIB. Sur le papier, la baisse paraît modeste. Dans la pratique, elle signifie un répit politique. Chaque point de pourcentage gagné représente une semaine de respiration avant la prochaine pression internationale. Le FMI parle d'anomalie statistique, mais les économistes indépendants y voient une mutation durable. Les recettes fiscales issues du secteur minier ont progressé de 22%, alors même que les sanctions financières se multipliaient. C'est là le paradoxe du modèle Traoré, transformer une économie de dépendance en économie de résistance. Les effets concrets se lisent dans la vie quotidienne. Les infrastructures minières abandonnées depuis 20 ans redémarrent, les machines sont réparées, les hangars repeintes. À Ouagadougou, une école technique forme les premières promotions de métallurgistes locaux, financées par la taxe sur l'or nationalisée. Dans les villages, les coopératives de femmes gèrent les fonds de microcrédit issus des bénéfices aurifères. Le langage de la souveraineté change. Il ne parle plus de Saugan, mais de flux comptables et de bilans vérifiables. À l'étranger, les marchés observent sans comprendre. Les indices chutent, les analystes doutent, mais les faits s'obstinent. Les images d'un peuple travaillant sous son propre drapeau contredisent les rapports alarmistes. Pour la première fois, un État africain montre qu'il peut rompre avec le FMI sans plonger dans le chaos. Les capitales occidentales redoutent un précédent. Si le Burkina Faso maintient la croissance hors Z, que restera-t-il du système d'endettement mondial? Ibrahim Traoré ne répond pas à ces questions. Son silence suffit, car, au-delà des chiffres, il s'agit moins d'économie que d'émancipation. Et cette émancipation, désormais mesurable en pourcentage, est en train de devenir un modèle. Les critiques n'ont pas tardé. Dans les capitales financières, on parle d'aventure populiste, d'un pari voué à l'échec. Selon certains économistes occidentaux, Ibrahim Traoré aurait mis en péril l'équilibre régional pour un symbole. Mais pour juger équitablement, il faut examiner les deux thèses avec rigueur. Examinons d'abord le premier argument. Sans soutien du FMI, un État africain ne peut pas survivre. Privé de liquidités internationales, il serait condamné à la récession. Les partisans de cette idée citent des précédents. Le Ghana des années 1980, la Zambie post-ajustement, le Niger sous embargo. Ils rappellent que les institutions de Bretton Woods fournissent les garanties nécessaires pour attirer les capitaux. Sans elles, disent-ils, l'économie du Burkina Faso serait une bulle d'autosuffisance vouée à éclater. Réponse: en 4 mois, le pays a bâti 3 leviers de remplacement. Un financement bilatéral avec le Mali pour les infrastructures énergétiques, une coopération minière avec la Guinée, et une ligne de crédit en yuan numérique signée avec la Chine. Aucun de ces canaux ne dépend de l'Occident. La trésorerie nationale reste positive, les salaires publics versés et la production d'or couvrent désormais une part croissante des dépenses d'État. Autrement dit, l'expérience prouve qu'une alternative monétaire est possible dès lors qu'elle repose sur la confiance régionale. Passons maintenant au second argument. Les sanctions finiront par isoler totalement le Burkina Faso. En théorie, les échanges extérieurs s'effondreraient, provoquant pénurie et chômage. Mais les faits démentent encore cette prédiction. Les corridors commerciaux intérieurs du Sahel, du Niger au Tchad, se sont réorganisés. De nouvelles routes tracées à la hâte relient les marchés du Mali et les raffineries burkinabées. Là où les observateurs voient une fracture, les acteurs locaux parlent de reconnexion.
Les chiffres d'importations essentielles, céréales, carburants, matériaux, sont stables. Le pays n'est pas coupé du monde, il change simplement de boussole. Et c'est là que le Stillman trouve son sens. Si l'on accorde au sceptique le meilleur de son raisonnement, les faits conservent pourtant la même conclusion. L'indépendance économique n'est plus une utopie, c'est un test grandeur nature, dont la réussite partielle suffit déjà à déplacer les lignes. Une phrase change tout. Wow. Là, c'est- Touchez le Burkina Faso et vous nous touchez tous. Ces mots, prononcés par trois officiers venus du Mali, du Niger et de Guinée, résonnent comme un pacte. Aucune arme lourde, aucune menace. En somme, seulement une déclaration de solidarité africaine, filmée sans mise en scène, incomprise des caméras étrangères. Au même moment, Ibrahim Traoré observe la scène depuis son bureau. Pour la première fois, un ultimatum occidental vient de se transformer en manifeste panafricain. Ce basculement marque la moitié du récit. L'alliance AES, Alliance des États du Sahel, ne naît pas d'un traité, mais d'un réflexe collectif. Refuser la soumission. Les chancelleries d'Europe y voient une coordination opportuniste, les rues de Bamako et de Conakry une renaissance. Sous les drapeaux mêlés, les champs se fondent. Nous ne sommes pas à vendre. Dans l'instant, la ligne de fracture change de nature. Ce n'est plus l'opposition entre un pays et ses créanciers, mais entre un continent et son passé. À cet instant précis, l'histoire de la dette devient celle de la dignité. Les retombées du choix d'Ibrahim Traoré s'observent désormais dans quatre sphères qui s'entrecroisent: économique, diplomatique, sociale et régionale. Dans le domaine économique, les exportations vers les pays du G7 chutent de près de 60%, un effondrement qui aurait pu paraître fatal. Pourtant, le vide s'est comblé en quelques semaines. Les flux commerciaux se sont redirigés vers la Russie, la Chine et les voisins du Sahel. Trois nouvelles raffineries nationales ont ouvert à proximité des anciens sites contrôlés par des multinationales. L'économie locale, centrée sur l'or et les énergies solaires, a enregistré une hausse inédite de 41% du PIB, hors aide internationale. Ce rebond n'est pas spectaculaire seulement en chiffres. Il prouve qu'un modèle endogène peut naître sous contrainte. Sur le plan diplomatique, la rupture avec le FMI y a agi comme une onde de choc. Washington parle d'instabilité. Moscou et Pékin saluent le tournant stratégique africain. L'Union africaine, longtemps prudente, inscrit désormais la souveraineté des ressources à son agenda. Dans les couloirs des chancelleries européennes, on murmure la crainte d'un effet Traoré, l'idée qu'un pays puisse résister sans s'effondrer. L'équilibre du discours international s'est déplacé. Pour la première fois, la défense de la dignité entre dans le vocabulaire diplomatique. Du point de vue social, les universités ouvrent des cycles de débat sur l'indépendance économique. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, les femmes créent des coopératives pour garantir la sécurité alimentaire des mineurs. Les jeunes remixent les discours présidentiels sur TikTok. Le visage d'Ibrahim Traoré, bras levés devant le drapeau, devient icône de t-shirt. Cette effervescence n'a rien d'un culte, c'est une pédagogie civique. Chaque citoyen s'approprie l'idée que la richesse nationale n'a de valeur que si elle demeure partagée. Et à l'échelle régionale, l'alliance AES se consolide. Patrouille commune, partage de renseignements, corridors logistiques. Les États membres signent un pacte de réponse rapide. Toute attaque contre le Burkina Faso équivaudra à une agression contre les trois. Les observateurs parlent déjà d'un printemps africain géopolitique. Mais ce renouveau s'accompagne de menaces, campagnes de désinformation,
sabotage économique, survol de drones. Malgré ces pressions, le front intérieur tient. Un récit collectif unit la population, celui d'un peuple qui, pour la première fois, possède son or, sa parole et son destin. En somme, la décision d'Ibrahim Traoré a transformé un ultimatum en précédent historique. Le Sahel n'est plus le théâtre des dépendances. Il devient le laboratoire d'une souveraineté assumée. Dans le scénario principal, la situation la plus réaliste se dessine. Le Burkina Faso stabilise sa production aurifère autour de 495 tonnes par an. Les coopératives locales remplacent progressivement les multinationales. Les revenus issus de l'or nationalisé couvrent les dépenses publiques essentielles: salaires, énergie, infrastructures. L'alliance AES s'institutionnalise, les armées échangent renseignements et logistique, consolidant une sécurité régionale fragile mais réelle. Dans cette hypothèse, le pays s'installe dans une souveraineté prudente, peu spectaculaire mais durable. Dans la perspective la plus favorable, l'accord sino-russe sur la valorisation de l'or s'étend à d'autres partenaires africains. Une plateforme numérique panafricaine indexée sur les ressources commence à remplacer le dollar dans les transactions minières. Le PIB croît de 6 à 7%, tandis que les sanctions occidentales s'essoufflent. Le modèle burkinabé devient un cas d'école enseigné à l'Union africaine. La doctrine d'Ouagadougou s'impose comme référence pour les économies postcoloniales. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré devient non seulement un chef d'État, mais un médiateur continental, pivot entre le nord et le sud du Sahel. Le pays entrerait alors dans une ère de croissance sobre, fondée sur la discipline budgétaire et la transparence des flux. Et dans l'hypothèse la plus difficile, la pression financière s'intensifie, les campagnes de désinformation s'amplifient. Des sociétés étrangères financent discrètement des troubles internes. Un embargo partiel sur les exportations d'or pourrait faire reculer le PIB de 3% et provoquer des tensions sociales. Les alliés du Sahel subissent à leur tour des menaces, fragilisant la coopération régionale. Dans ce cas, le pays conserverait sa souveraineté politique mais perdrait son élan économique exposé à la lassitude populaire. Enfin, une réflexion s'impose. Entre ces trajectoires, la variable décisive n'est pas la sanction mais la cohésion. Si la population continue de percevoir la souveraineté comme un projet collectif, non comme un pari personnel d'Ibrahim Traoré, alors le socle tiendra. L'avenir dépend moins du marché que du lien de confiance entre institutions et citoyens. Penser l'indépendance, ici, c'est penser la continuité, celle qui transforme le refus en méthode. Sous la chaleur rouge de Ouagadougou, l'histoire d'un capitaine se transforme en miroir collectif. Les marchés bruisent d'une même phrase: il nous a rendus visibles. Dans les écoles, les enseignants citent son discours comme un texte fondateur de la Nouvelle Afrique. Chaque groupe social y trouve un écho qui lui appartient. Pour les travailleurs, le geste d'Ibrahim Traoré devient une preuve d'endurance. Si un homme peut dire non à un empire, eux peuvent redresser leurs outils, leurs champs, leurs ateliers. Pour les étudiants, c'est une promesse d'avenir. L'intelligence africaine n'a plus besoin de passeport pour être reconnue. Pour les femmes des zones minières, c'est une reconnaissance muette. Leur rôle, souvent ignoré, s'impose désormais comme pilier de la résistance. Et pour les anciens, c'est une réparation symbolique. Après des décennies d'humiliation, un chef parle sans traducteur, sans prompteur, dans la langue du cœur. Dans cette vibration commune, la politique s'efface derrière l'émotion. Les observateurs étrangers y voient une campagne de communication. Mais ils se trompent. Ce qu'ils appellent culte est en réalité renaissance. L'émotion collective n'est pas une faiblesse, c'est une énergie politique. Quand les champs se mêlent aux chiffres, un pays découvre sa propre cohérence.
Le soir, sur la grande place, les tambours résonnent comme une ponctuation d'histoire. La foule ne célèbre pas un héros, mais un principe. La dignité ne se négocie pas. Et dans les regards, une phrase silencieuse semble circuler: nous ne sommes plus seuls à décider de notre valeur. La stratégie d'Ibrahim Traoré s'articule désormais en 5 étapes précises. Non pas un manifeste idéologique, mais un plan d'action pour une souveraineté durable. Première étape, consolider la base intérieure, réformer la Banque nationale, sécuriser les flux aurifères, instaurer un audit permanent des recettes. L'objectif ici est le suivant: savoir à chaque instant où circule chaque gramme d'or. Cette transparence transforme la richesse naturelle en levier politique. La confiance devient la première monnaie. Deuxième étape, renforcer l'intégration régionale. Renforcer l'alliance AES en créant un fonds commun d'investissement alimenté par les ressources minières. Le Mali et la Guinée ont déjà validé cette architecture, conçue pour financer des infrastructures transfrontalières et mutualiser les, les risques. Troisième étape, amorcer la transition énergétique. Réinvestir une part des revenus miniers dans les centrales solaires du Sahel. D'ici 3 ans, produire localement 60% de l'énergie consommée, réduire la dépendance, renforcer la stabilité. Quatrième étape, développer l'éducation et les compétences locales. Former 10 000 techniciens et ingénieurs d'ici 2027 pour que la valeur ajoutée reste sur le continent. Les universités et écoles techniques deviennent les ateliers d'une indépendance réelle. Cinquième étape, instaurer une diplomatie de vérité. Prôner une parole africaine directe, ni rupture brutale, ni soumission, mais réciprocité. Chaque futur partenariat doit être public, traçable, équitable. C'est la doctrine d'Ouagadougou. La transparence comme outil de paix. En filigrane, le plan d'Ibrahim Traoré n'ambitionne pas la survie, mais la transmission. Une méthode exportable, capable de redéfinir le rapport entre l'Afrique et le monde. La nuit retombe sur Ouagadougou. Devant le palais, les lampadaires s'éteignent un à un, mais la foule reste. Sur un écran géant, les images d'Ibrahim Traoré défilent, son uniforme, son regard, ses mots. Une femme âgée, assise sur un muret, murmure: il nous a rendus visibles. Cette phrase résume tout. Ce n'est plus un discours politique, c'est un serment collectif. Le souvenir de la première déclaration revient. Il voulait 70% de notre avenir. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus une menace, mais un repère, celui du refus devenu héritage. Les tambours rythment une phrase désormais inscrite dans la mémoire: nous ne sommes pas à vendre. Dans ce silence vibrant, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un homme, il devient un écho, celui d'un peuple qui se redresse après des décennies d'effacement. L'Afrique n'a pas besoin de héros, mais d'exemples, et celui-ci restera comme la preuve qu'un refus peut engendrer une renaissance. En guise de conclusion marquante, un seul mot a suffi: non. Et maintenant, que reste-t-il à faire? Pas un appel à la révolte, mais à la conscience. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne se limite pas au Burkina Faso. Elle interroge chacun de nous. Que ferions-nous si la dignité exigeait de dire non? Ce récit n'est ni un manifeste, ni un conte héroïque. C'est une invitation à regarder autrement la valeur de ce que nous possédons, nos terres, nos savoirs, nos voix. À l'heure où les cartes du monde se redessinent, l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour exister, seulement de confiance pour s'affirmer. Alors, si ces mots résonnent, partagez-les, discutez-les, contredisez-les même. Parce qu'un dialogue, aussi fragile soit-il, vaut mieux qu'un silence imposé. Le débat ici n'est pas un luxe, c'est la continuation de la souveraineté par la parole.
Et peut-être qu'un jour, au-delà des frontières, quelqu'un se souviendra qu'en ce lieu, un homme a tenu tête à un empire et a simplement dit non. C'est ainsi que commence la vraie conversation.